Imaginez un aigle s'attaquant à un animal faisant jusqu'à 15 fois son propre poids, doté de serres aussi grandes que la patte d'un tigre. En plein piqué, dans un pays où il n'existe pas un seul félin prédateur. Car là-bas, ce sont les oiseaux qui règnent. Il existe des centaines d'espèces d'aigles sur cette planète, fonctionnant toutes selon le même principe. Grand oiseau, serres acérées, tuant des proies plus petites que lui. L'aigle royal s'en prend au lièvre. Le pigargue pêche. La harpie s'attaque au singe. Tout est proportionnel. Tout reste dans la norme. Et puis, il y avait un aigle sur un archipel au bout du monde, qui a totalement ignoré cette règle. Hieraetus morei, l'aigle de Haast, pesant de 10 à 18 kg selon les estimations. Une envergure allant jusqu'à 3 mètres, bien que la plupart des femelles avoisinaient les 2,6 mètres. Et sa proie, les moas. Des oiseaux géants incapables de voler, mesurant jusqu'à 2,50 m et pesant plus de 200 kg. Ce serait comme si un aigle royal enlevait une vache adulte en plein champ. Aucun aigle au monde ne fait ça. Aucun n'est bâti pour cela. Mais l'aigle de Haast, lui, l'était. Car la Nouvelle-Zélande n'était pas un pays ordinaire. La Nouvelle-Zélande était une expérience. Un continent qui s'est détaché du Gondwana il y a environ 85 millions d'années avant que les mammifères placentaires ne colonisent la région. Les seuls mammifères terrestres à y être parvenus étaient des chauves-souris. Tout le reste, des oiseaux. Les moas étaient les cerfs. Les kiwis étaient les blaireaux. Et l'aigle de Haast était le tigre. L'histoire de l'aigle de Haast commence par une énigme. En mars 1871, Frederick Fuller, l'homme qui préparait les spécimens pour le musée de Canterbury, découvre quelque chose d'insolite parmi les ossements habituels de moas lors de fouilles dans un marais du domaine de Glenmark, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Des serres géantes, un fémur massif, des fragments de côte. Le tout provenant d'un rapace, mais d'une taille que personne ne parvient à identifier. Julius von Haast, géologue d'origine allemande et directeur fondateur du musée de Canterbury, décrit l'animal en 1872 et le nomme Harpagornis morei. Il n'est pas allé chercher ce nom bien loin. Moray, d'après George Henry Moore, le propriétaire du terrain. Ce que Haast ne pouvait pas savoir à l'époque, c'est qu'il venait de décrire le plus grand aigle ayant jamais existé. Mais la découverte la plus stupéfiante n'est survenue qu'en 2005. Michael Bunce et son équipe ont alors présenté une analyse ADN montrant que le plus proche parent vivant de l'aigle de Haast est l'aigle nain, Hieraetus morphnoides. Un oiseau d'Australie qui pèse à peine 1 kg. 1 kg. L'aigle de Haast pesait 10 à 15 fois plus que cela. C'est comme si vous appreniez qu'un grizzly descendait d'un hamster. Séparés génétiquement depuis environ 700 000 à 2 millions d'années, les analyses récentes penchant plutôt vers la limite supérieure. Pendant cette période, son poids a été multiplié par 10 ou 15. C'est considéré comme l'une des croissances corporelles documentées les plus rapides chez un vertébré, tout court. Un rythme d'évolution qui étonne encore les experts aujourd'hui. Que s'était-il passé? Le gigantisme insulaire. Sur les îles, il se passe des choses étranges. Les grands animaux peuvent rétrécir quand les ressources sont rares. Les éléphants des îles méditerranéennes sont devenus des éléphants nains. Mais les petits animaux peuvent faire l'inverse. Si une niche écologique est libre et que les proies abondent, leur taille peut augmenter de façon explosive. C'est précisément ce qu'a fait un petit ancêtre australien de l'actuel aigle nain en Sondzisna, Nouvelle-Zélande. Il a emménagé dans un penthouse vide et a grandi jusqu'à le remplir. Ses ailes sont restées relativement courtes pour sa taille corporelle. Ce n'était pas un défaut, c'était le résultat de la pression évolutive. La Nouvelle-Zélande était densément boisée.
Forêts tropicales denses, forêts de hêtres, vallées sinueuses. De longues ailes de planeurs comme l'albatros auraient été inutiles. L'aigle de Haast avait besoin d'ailes larges et courtes pour manœuvrer entre les arbres. Comme un autour, mais 10 fois plus lourd. Une contradiction qui a fonctionné. Richard Holdaway et Trevor Worthy ont trouvé sur le site de Pyramid Valley quelque chose qui a changé notre vision de cet animal. Des os du bassin de Moa avec de profondes blessures par perforation. Les cerfs avaient traversé plusieurs centimètres de peau et de muscles pour percer l'os. De telles blessures ont été trouvées sur le bassin et la colonne vertébrale. Toujours par le haut. Toujours avec une force suggérant un impact à grande vitesse. Le scénario qu'ils ont reconstitué dans leur livre paru en 2002, The Lost World of the Moa, ressemble à ceci. L'aigle se tient sur une branche exposée ou sur un rebord rocheux. Sous lui, un Moa brute. Peut-être 120 ou 160 kg, selon l'espèce. Pas le plus grand que la Nouvelle-Zélande ait connu, mais assez imposant. L'aigle fond sur sa proie. Des vitesses d'environ 80 km/h sont jugées plausibles. On n'a jamais pu mesurer ça précisément, mais les lésions osseuses sont sans équivoque. Il frappe le Moa au bassin, enfonçant les serres d'une de ses pattes. Dans le dos, et avec l'autre patte, il frappe la tête ou la nuque. Un seul coup. Le Moa s'effondre au sol. Ces serres étaient l'outil qui rendait tout cela possible. La serre arrière, appelée l'hallux, mesurait près de 8 cm. Aussi longue que la griffe d'un tigre, mais fixée à une patte d'oiseau. Anneke van Etteren et son équipe ont prouvé en 2021 que ces serres se déformaient bien moins lors de la saisie que celles de tous les rapaces vivants étudiés. Elles étaient plus stables, plus dures, optimisées pour un seul but. Saisir et ne plus lâcher, peu importe le poids de la proie. Mais la découverte vraiment surprenante de cette étude concerne le crâne. Van Etteren a comparé la forme du crâne de l'aigle de Haast à celle de 5 rapaces vivants. Les serres et le bec étaient typiques d'un aigle. Mais le neurocrâne, la partie du crâne qui révèle comment un animal se nourrit, ressemblait à celui d'un condor des Andes. Un vautour. Qu'est-ce que cela signifie? L'aigle de Haast chassait probablement comme un aigle, mais mangeait comme un vautour. Il tuait sa proie, puis plongeait sa tête à l'intérieur de la carcasse, déchirant les flancs. Les organes d'abord. Car un Moa était bien trop gros pour être dépecé et emporté. L'aigle de Haast devait se nourrir sur place. Pendant des jours probablement. L'étude s'intitule « Tuer comme un aigle, manger comme un condor ». On ne peut pas faire plus juste. La Nouvelle-Zélande a été un système clos pendant des millions d'années. Aucun mammifère terrestre, à l'exception des chauves-souris. Pas de serpents. Les oiseaux occupaient chaque niche écologique remplie par les mammifères sur les autres continents. Le Moa était l'équivalent d'un éléphant ou d'un buffle ailleurs. 9 espèces différentes, de la taille d'un poulet à plus de 2,50 m. Le kakapo était un perroquet terrestre nocturne, incapable de voler. Le kiwi fouillait le sol comme un blaireau. Et au-dessus de tout trônait l'aigle de Haast, super prédateur incontesté. Les Maoris ont atteint la Nouvelle-Zélande vers la fin du XIIIe siècle. Des navigateurs polynésiens pénétrant un écosystème vierge qui n'avaient jamais vu de chasseurs bipèdes. Les Moas ne connaissaient aucune crainte des prédateurs terrestres. Ils n'avaient aucun réflexe de fuite face à ce qui marche debout. En l'espace d'environ 100 ans, les 9 espèces de Moas s'étaient éteintes. Par la chasse, par le rat du Pacifique introduit qui mangeait œufs et poussins, par le brûlis qui détruisait l'habitat. Vers 1400, le dernier Moa devait être mort. Et avec lui, l'aigle de Haast était aussi condamné. Pas directement par l'homme.
Rien ne prouve que les Maoris chassaient l'aigle de Haast, bien qu'ils le connaissaient. Dans leur légende, il est le Puakai, un rapace géant fondant des sommets pour enlever les enfants sortis à l'aube ou au crépuscule. Ce ne sont pas de simples métaphores. Les chercheurs jugent plausible qu'un aigle habitué à des proies de la taille d'un moa ait pu parfois attaquer des humains. Les enfants pèsent moins qu'un moa. Du point de vue de l'aigle, un calcul tout simple. Mais l'aigle n'est pas mort d'un manque d'humains. Il est mort d'un manque de moas. Toute son existence reposait sur une proie qui avait soudainement disparu. Ses ailes larges et courtes en faisaient le chasseur idéal des fourrés néo-zélandais, mais l'empêchaient de survoler de vastes zones en quête d'autres nourritures. C'était un spécialiste. Et les spécialistes meurent quand les règles du jeu changent. Vers 1445, l'aigle de Haast a disparu. En silence. Sans fracas fossile. Simplement parti. Pas de dernier combat épique, pas de comète, juste un menu vide. Le dernier aigle de son espèce a fini par s'asseoir sur une branche, attendant une proie qui ne venait plus, et il est mort de faim. C'est ainsi que s'éteint un animal qu'aucun mammifère sur Terre ne pouvait défier. L'histoire de l'aigle de Haast est souvent racontée comme une tragédie. Grand aigle, méchants humains. Triste fin. Mais c'est un peu court. L'histoire réelle est celle d'une expérience qui a fonctionné. Pendant 2 millions d'années, peut-être plus. Un petit aigle australien traverse la mer, se pose sur une île sans rivaux et devient le plus grand rapace que le monde ait jamais connu. Il développe des serres comme des dagues, un crâne à la fois d'aigle et de vautour et une stratégie de chasse qu'aucun rapace vivant ne maîtrise de près ou de loin. Le problème n'était pas l'aigle. Le problème était que son monde reposait sur un seul fondement. Et quand ce socle s'est effondré, tout a suivi. Le moa, l'aigle. Tout un écosystème ayant fonctionné des millions d'années sans mammifères terrestres s'effondre en 100 ans. Ce n'est pas une tragédie, c'est un avertissement. Un écosystème bâti sur un seul élément clé n'a besoin que d'une seule erreur pour s'écrouler totalement. Le moa était cette carte. Les Maoris l'ont tiré. Et le plus grand aigle de tous les temps a chuté avec lui. La Nouvelle-Zélande a eu sa réponse. La question est de savoir si nous connaissons déjà la nôtre.